mais c'est à peu près une cinquantaine d'entreprises qui viennent en fait tous les mois présenter des projets sur lesquels on décide, desquels on va accompagner. Sur ta question, qui est qu'est-ce qu'on regarde en fait comme thématique, assez peu de choses finalement qu'on y regarde d'assez près. Tout ce qui est décentralisé. Donc l'informatique décentralisée dans un sens tout à fait large, donc qui comprend le cloud, qui comprend différents aspects. La décentralisation avec les effets aujourd'hui dans la finance et notamment avec la blockchain. Donc c'est un sujet qui nous intéresse énormément parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui vont soit être à l'intérieur d'applications qui vont utiliser la blockchain et qui sur cette blockchain vont développer de nouveaux usages. Donc ça on regarde systématiquement. Et dès que quelqu'un parle sur le sujet, on essaie de comprendre ce qu'il fait pour voir s'il y a un aboutissement possible sous forme d'une opération de capital. Et l'autre sujet que je suis particulièrement, c'est le sujet concernant l'intelligence artificielle, avec l'ensemble de ses composantes, que ce soit l'apprentissage profond, mais aussi en fait les agents conversationnels, d'autres aspects un peu plus tournés autour de la big data, qu'on peut rentrer en fait dans un concept un peu général d'intelligence artificielle. On accompagne par exemple une entreprise qui travaille sur le sujet du smart habitat, du smart home, et qui fait un sujet d'intelligence artificielle autour des données qu'il capte dans la maison. Ces sujets-là créent des thématiques. Il y en a assez peu en fait, si on fait tout ce qui est décentralisé, et tout ce qui est l'intelligence artificielle comme étant un support algorithmique au-dessus de beaucoup de données. Alors, le blockchain, tu as été président de l'association Bitcoin France, ça existe encore? Toujours, oui. Toujours, ah oui, d'accord. Bien sûr, oui, bien sûr, tu es pas au courant. Ben, je ne sais pas, j'ai l'impression que le Bitcoin, on en parle moins, mais je me trompe peut-être. On en parle moins parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable sur ce marché. En 2015, on a eu un glissement sémantique de Bitcoin vers blockchain. Ouais, donc on ne dit plus blockchain, on dit plus Bitcoin, on dit blockchain. Dans la réalité, il y a bien évidemment des racines qui sont exactement les mêmes. Hein. C'est un glissement sémantique qui a été demandé en fait par l'industrie parce que le Bitcoin, on y attachait un certain nombre de choses qui pouvaient être négatives. Et néanmoins, la blockchain, ou on dit les blockchains parfois maintenant, eh bien, utilise ces technologies qui proviennent du Bitcoin. En quelque sorte, il existe des blockchains publiques et des blockchains privées, comme on a pu connaître d'ailleurs dans l'Internet ou dans d'autres domaines. Et alors il y a plutôt un débat. On peut faire quoi comme service concret avec cet algorithme de la blockchain? Qu'est-ce qu'on peut faire qui est une réalité, qui rend service aux gens et qui puisse générer un revenu, soit publicitaire, soit les gens paieraient pour ça? Partout où il y a une autorité centrale qu'on peut remplacer par une informatique décentralisée, un système décentralisé. On va prendre un exemple comme le cadastre. Une entreprise qui crée en fait des systèmes de cadastre qui ne vont pas être gérés par un État, mais qui vont être gérés en fait en peer-to-peer par une organisation décentralisée et avec des systèmes où on peut créer de nouveaux cadastres. Alors, c'est très tourné aujourd'hui notamment sur les pays émergents qui peuvent utiliser ces systèmes-là pour construire leur cadastre d'aujourd'hui. Et ces systèmes sont étonnamment robustes et extrêmement résistant à toute forme de corruption, puisqu'évidemment, c'est difficile de corrompre l'algorithme. Oui, mais à part un cadastre, ce qui n'est pas tous les jours quand même, il y a des non, services tu m'as demandé concrets plusieurs exemples, je t'en donne un, c'est le cadastre, oui. mais il y en a beaucoup d'autres. Si on prend le cas par exemple de la finance, si on prend simplement le cas de transférer de l'argent d'un point à l'autre de la planète, hein, pratiquement 10% de frais pour envoyer d'un point à l'autre de la planète de l'argent, 14% rien que pour l'Afrique, donc on est dans des montants extrêmement élevés par rapport à ce que l'on peut faire avec une technologie de type blockchain, dans lequel on peut utiliser ceci comme une chambre de compensation pour virer de l'argent d'un point à l'autre de la planète en ayant des coûts extrêmement bas, ce qui est un futur certain, c'est-à-dire qu'on est absolument sûr que cette technologie, parce qu'elle fait descendre les coûts, parce qu'elle donne une possibilité de ne plus avoir d'intermédiaires, va nous permettre en fait d'avoir énormément d'applications nouvelles, qui sont des applications qui vont exister, parce que c'est très compliqué aujourd'hui de désinventer la blockchain et Bitcoin. Il est là, c'est pour durer. Bon. Benoît, dans tes responsabilités, il y a l'Open Innovation, tu voyages SNCF, indirectement aussi chez SNCF, tu travailles avec les gens de SNCF. Non, je dis une bêtise là. D'accord. Oui, Pierre, tu dis une bêtise. Donc seulement Voyage SNCF alors. Seulement voyagesncf.com et c'est déjà pas mal en fait. D'accord. Alors c'est quoi l'Open Innovation chez voyagesncf.com? L'Open Innovation chez voyagesncf.com, c'est finalement, si je dois donner une définition, la capacité qu'on met tous les jours pour animer un écosystème qui nous est externe afin de travailler sur des projets, des services, des nouveaux concepts.
Donc c'est ça. Hein. Donc cet écosystème aujourd'hui, il intervient à différentes phases du projet. Il intervient pour nous donner des idées. Il intervient en phase de conception de produits et de services. Et puis il intervient dans des phases de test and learn, d'implémentation de ces projets. Alors quand je dis écosystème, finalement, il y a plein de dimensions dans cet écosystème. Je vais vous en exposer quelques-unes. Et aussi, vous allez comprendre par rapport à la question initiale qui a été posée, qui est est-ce que c'est la fin finalement ou le début de l'open innovation? Je peux vous dire que l'open innovation est en pleine révolution. Déjà, si on regarde l'écosystème et comment ça marche, l'open innovation, c'est finalement faire appel à des ressources, à un capital. Le premier capital de voyagesncf.com, c'est son client. Donc ça, c'est simple. Et donc, quel rôle joue aujourd'hui le client dans l'open innovation chez voyagesncf.com? Il joue un rôle majeur. Déjà, ce client, grâce au digital, je pense que vous avez bien abordé le thème tout au long de la journée, grâce au digital, ce client, il est plus territorialisé, il est plus localisé en France, il est partout. Par ailleurs, ce client, on peut le solliciter avec tous les canaux, donc le mobile, sa montre connectée, le desktop, etc. Donc il y a une vraie transformation aujourd'hui du client, et plus que ça, il y a une transformation du rôle du client pour co-construire avec nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Aujourd'hui, les clients sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus appétents finalement à l'interaction avec des marques, avec des entreprises pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services. Je pense qu'on le doit principalement à deux facteurs. Le premier, c'est qu'il y a une habitude du digital à chaud chez les clients depuis quelques années, ce qui n'était pas le cas en 2006, 2007, 2008 quand on parlait de ces sujets-là. Donc si je prends un exemple, le client aujourd'hui est habitué à interagir à chaud, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur les fils associés, et du coup aujourd'hui il a une vraie habitude, il a une vraie capacité finalement de réagir instantanément à une sollicitation. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est associé au client, c'est que finalement il sait, aujourd'hui il est complètement conscient qu'il doit, ou qu'il peut en tout cas, apporter quelque chose à une entreprise. Et ça je pense qu'on doit pas mal aussi à l'économie du partage, dans lequel aujourd'hui le client a un rôle fondamental. Donc le premier point sur l'open innovation sur lequel on travaille, c'est le client. Le deuxième point, je ne vais pas revenir dessus en détail, ce sont les startups. Quand on a commencé à travailler avec des startups, on a travaillé dès le démarrage par exemple avec une boîte qui s'appelle iAdvice, qui a aussi un petit event, une conférence aujourd'hui. C'était en 2010 et en 2008, 2009, 2010, les startups, on ne les comptait pas sur les doigts de la main, non, il y en avait quelques milliers. Les dernières statistiques aujourd'hui sur les startups, le dernier relevé entre guillemets, c'est 12 000. 12 000 startups en France. Donc ça, forcément, le potentiel a explosé. Le troisième élément qui a fondamentalement changé sur l'open innovation, et dont nous, on tire parti, avec lequel on travaille, c'est finalement toutes les ressources virtuelles. Donc tu l'as cité, Philippe, le fait qu'il y ait de l'open data, le fait qu'il y ait de l'open source logiciel aussi. L'open source, c'est pas nouveau en termes de logiciel, mais il y a un vrai développement du modèle open source, notamment grâce au développement des licences associées et des modèles, finalement des modèles économiques associés. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, et je pense que vous en avez aussi parlé aujourd'hui, et puis vous en reparlerez peut-être un tout petit peu plus tard dans la journée, on peut quand même féliciter finalement tout le travail de structuration qui a été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les acteurs du public, les acteurs du privé, la formation, l'accompagnement, l'éducation, le financement, on a vraiment aujourd'hui un alignement des planètes pour permettre à l'innovation et à l'innovation ouverte de grandir. Et puis un dernier point en qualité de patron du produit et de l'innovation de voyagesncf.com, il ne faut pas oublier le petit dernier qui s'est bien transformé aussi en 10 ans, c'est l'entreprise. L'entreprise a fait une vraie révolution. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet à une entreprise d'innover, et notamment d'innover avec des acteurs externes? C'est simple, une réponse parmi tant d'autres, c'est l'agilité. Si je vous prends un exemple chez voyagesncf.com, il y a 3-4 ans, on proposait à nos clients des nouvelles versions du site 4 fois par an. Aujourd'hui, avec l'agile et avec les nouvelles approches qu'on a développées chez voyagesncf.com, on va en production tous les 15 jours. Juste sur le mois de juin, on a proposé 20 nouvelles fonctionnalités. Alors c'est quoi le rapport avec l'open innovation? Le rapport, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, être en capacité tous les 15 jours de mettre en place une nouvelle fonctionnalité, ça nous donne la capacité de nous tromper. Et le droit à l'erreur, finalement, c'est ça qui nous permet d'innover dans une entreprise aujourd'hui. Donc c'est là où l'agilité est clé. Aujourd'hui, on a le droit de se tromper, on peut corriger en 15 jours, et voilà, et le client, il ne nous en veut pas parce qu'il sait qu'on a essayé des choses. Donc ça, c'est vraiment important. Donc
question banale, mais on n'y échappe pas. Quelles sont les relations? VoyageSNCF.com en France, c'est un grand donneur d'ordre. C'est aussi une locomotive, si j'ose dire, si j'ose faire cette image, qui peut drainer avec lui des startups qui vous pourriez être les premiers utilisateurs, toute une série de technologies et servir de première référence à un certain nombre de startups qui pourraient vous utiliser pour essayer de pénétrer d'autres comptes. Et quelles sont vos relations avec cet univers des startups? Alors c'est complètement ça en fait, hein. Aujourd'hui les startups, on travaille avec elles. Le bénéfice qu'on y trouve nous, finalement ce qu'on dit souvent quand on travaille avec elles, c'est qu'on fait de la co-accélération réciproque. Donc bien sûr quand on travaille avec une startup, on n'est pas des samaritains, on n'est pas bénévoles, hein, on est là aussi pour que ça nous soit utile. Et donc l'idée c'est que ça accélère quelque chose chez nous. Je vous parlais par exemple tout à l'heure d'iAdvice. iAdvice, quand il y a quelques semaines, on a décidé d'être les premiers en France à lancer Facebook Messenger et à être intégré à Facebook Messenger, on a travaillé avec iAdvice et en quelques semaines, finalement, on a pu sortir un produit. Donc ça nous a accéléré. Quand aujourd'hui, on travaille sur des nouvelles technologies ou des nouvelles approches avec une très belle start-up française qui s'appelle AB-Testy, qui fait de l'AB-test, elle se confronte finalement à la réalité aujourd'hui de notre marché, à notre exigence à nous en tant qu'acteurs leaders du e-commerce. Et en même temps, elle nous accélère. Donc je pense qu'on se co-accélère, c'est-à-dire qu'elle est face à un client effectivement qui peut lui servir de référence après, mais ce n'est pas ça toujours qu'elle cherche. Bien sûr, c'est utile pour elle. Ce qu'elle cherche, c'est se confronter à la réalité. Et cette réalité, c'est la mise en place finalement d'une fonctionnalité en commun avec elle. C'est ça que recherchent les startups aujourd'hui. Donc c'est de la co-accélération réciproque. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a à peu près une douzaine de startups petites, hein, vraiment avec lesquelles on travaille en toute confiance sur la relation client, sur la data, sur le marketing, sur les nouveaux produits. Et c'est vrai que c'est hyper enrichissant pour nous et effectivement pour elles aussi. Donc ça, c'est la vision de l'open innovation qui est finalement hyper opportuniste, qui est celle de Voyage SNCF aujourd'hui. Bah, en tout cas, c'est opportuniste. En tout cas, on se choisit mutuellement. Aujourd'hui, on voit 150 startups. Depuis le début de l'année, on a vu 150 startups. D'accord, mais il n'y a pas une structure avec une direction open innovation, des locaux, un fonds, tout ce qui était né il y a à peu près 4 ans. Vous n'avez pas fait avec cela, comme l'a fait le Crédit Agricole, avec CA, village par CA. Ouais, donc effectivement, je le disais en introduction, il y a beaucoup d'acteurs qui ont permis au marché de se structurer. Si vous parlez des incubateurs, par exemple, il y en a 220 en France. Donc c'est beaucoup. Nous, on pense qu'on a un rôle différent à jouer auprès des startups. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur donne accès au marché, on leur donne accès à des compétences. Quand je dis on les utilise, ils nous utilisent aussi, hein. Aujourd'hui, par exemple, on fait du co-développement. Il y a des produits sur lesquels nous, on met nos développeurs pour aider la startup à développer. Il y a des produits que, par exemple, on va exposer à nos 12 millions de visiteurs uniques gratuitement pour ces startups. Donc, je ne pense pas que ce soit de l'exploitation, c'est bien de la co-construction. Et c'est un positionnement différent de celui d'un accélérateur ou d'un incubateur qui peut exister, qu'il soit public, privé, financé ou pas, etc. Nous, effectivement, on considère que le marché aujourd'hui a accès à un certain nombre de financements de manière plutôt correcte, c'est probablement jamais assez, qu'il a accès à du mentoring. Et nous, ce qu'on veut lui apporter, c'est la couche par-dessus, c'est un accès au marché. Et ça, je pense que c'est aussi précieux qu'un accès au financement. Alors sur les incubateurs, il y a plein d'incubateurs, comme tu viens de le dire, mais le plus gros est à venir, c'est 1000 startups en novembre. Et avec Xavier Niel, donc on ne sait pas comment il va remplir cet incubateur-là. Et on en sera partenaire, je ne sais pas trop ce qu'on va faire avec lui. On va faire une visite privée avec Xavier et les adhérents qui voudront bien venir, c'est absolument certain. Parmi la mode ces 3 dernières années, c'était que les grands groupes cherchaient à identifier des startups et puis que des gens les faisaient venir. Alors c'était un métier de conseil, il y avait le club Open Innovation qui faisait ça. Ils font du sourcing, ils vont chercher et puis ils les font venir. Vous faites un peu ça aussi chez Volta? Oui, on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui sont baignés en fait dans l'écosystème des startups qui aujourd'hui livrent des services à des corporates pour les aider à faire du scouting, à détecter en fait des opportunités. Donc nous, on le fait pour 3 entreprises en France, mais on n'est pas les seuls à faire ça. Beaucoup de gens qui sont dans ces environnements le font aussi. Le point, c'est que on retrouve en fait chez ces corporates et chez ces grands groupes, dans le domaine de l'open innovation, des bonnes et des mauvaises pratiques. On a eu plutôt ici les bonnes pratiques qui sont en fait une recherche de création de valeur de part et d'autre, du côté de l'entreprise et du côté de la start-up. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense aussi qu'il y a des mauvaises pratiques de temps en temps. Il y a des pratiques qui visent en fait à faire que finalement la création de valeur n'a lieu que d'un côté, et le plus souvent du côté de la grande entreprise, pour être très franc. Et on se retrouve dans des systèmes dans lesquels finalement
L'objectif de création de valeur, c'est quoi? C'est de la communication, montrer qu'on est à jour, qu'on est innovant, qu'on est capable de toucher des cibles qui sont des cibles, par exemple, d'entrepreneurs. On voit parfois des entreprises qui ont ces messages vers l'entrepreneuriat ou vers l'innovation en se disant « je vais pouvoir plus facilement toucher mes clients qui sont des entrepreneurs ». Et puis un sujet un peu plus vaste, qui est une forme de responsabilité sociale et environnementale qui consiste à dire « il faut que je fasse un petit peu ça parce que c'est normal que l'entreprise le fasse pour son écosystème ». Mais à la fin de la journée, la vraie question qui se pose avec nos clients, que ce soit des corporates ou des startups, c'est où est la création de valeur économique là-dedans? Et dans l'exemple que tu as cité, c'est frappant parce qu'on sent bien en fait qu'il y a une création de valeur de part et d'autre. Et quelque part, vous faites ça et vous êtes capable d'expliquer quelle est la proposition de valeur. On se retrouve dans beaucoup de cas dans lesquels on regarde en fait les initiatives qui ont lieu dans l'open innovation, on va dire dans quelques cas, on se retrouve dans des cas dans lesquels il est très compliqué d'expliquer quelle est la création de valeur. On est en droit de se dire, mais finalement, on n'est pas sûr qu'on ait apporté beaucoup de valeur pour l'entreprise, ni qu'on ait créé beaucoup de valeur pour les startups. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder cette initiative autour de l'open innovation comme étant avec le filtre de la création de valeur de part et d'autre et une valeur économique. Est-ce qu'on a créé du business ensemble? Est-ce que l'on a investi? Est-ce qu'on a une capacité à racheter cette entreprise? Est-ce qu'on a une capacité à pouvoir la faire grandir d'une façon ou d'une autre? Si on fait ça, alors l'open innovation va continuer à grandir. Et je pense que la prochaine étape de l'open innovation, qui fonctionne aujourd'hui un peu en étoile, c'est-à-dire qu'il y a le grand groupe, et puis un ensemble d'infrastructures qui sont autour, qui sont ces écosystèmes, qui sont ces startups, tu en citais un certain nombre, mais également des données, des organismes publics, et on se retrouve en fait avec une étoile, mais généralement l'open innovation, ça fonctionne aujourd'hui comme l'open innovation de Engie, l'open innovation de EDF, l'open innovation de X. Et demain, c'est forcément un système beaucoup plus décentralisé, dans lequel on peut imaginer, et c'est ce que demandent les startups, c'est d'avoir des systèmes dans lesquels on dit si on travaille sur le smart home, si on travaille sur le smart building, on ne veut pas un groupe qui nous aide à nous développer, on veut plusieurs groupes qui nous aident à nous développer dans un écosystème dans lequel il y a plusieurs startups, plusieurs grands groupes qui collaborent ensemble. Et ça, c'est très difficile parce que la plupart d'entre eux sont extrêmement frileux à cette idée. On a eu le débat avec Philippe tout à l'heure. Donc effectivement, je pense qu'il faut fonctionner en réseau maillé et pas effectivement en étoile ni en réseau décentralisé. Donc ça, c'est un premier point. Moi, j'ai l'impression quand même, si je me positionne en tant que grande entreprise, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas trop le terme open innovation. Moi, personnellement, on a eu le débat tous les deux. Moi, je considère que c'est quelque chose qui s'appelle Co ou Innovation Inside. Mais ce n'est pas l'open innovation, parce que qui dit open dit qu'il y a une barrière et qu'il faut la franchir. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, les grands comptes, notamment, sont en train de faire tomber ces barrières. Quand on parle des startups, vous l'avez listé, il y a au sein d'un certain nombre de grands comptes des accélérateurs, des incubateurs, donc finalement de la startup inside. Nous-mêmes, on a une approche très startup au sein de voyagesncf.com avec des startups internes. Si je mets les autres composantes de l'open innovation, la composante principale, hein, le capital au-delà de la startup, c'est quand même aussi le client. Et aujourd'hui, les clients, avant, entre guillemets, ils postaient sur une boîte à idées participative à part du site. Nous, aujourd'hui, les clients, ils publient et ils peuvent publier toutes leurs idées sur chacune des pages du site de voyagesncf.com. Et donc, c'est vraiment intégré dans le parcours client. C'est plus quelque chose d'à part. Donc je pense qu'il y a aussi une vraie prise de conscience sur le fait de dire qu'aujourd'hui, c'est plus outside in, inside out, c'est bien un système différent, une entreprise qui est plus effacée, avec un client au centre et des contributeurs clés comme les startups qui sont au centre. Et donc cette barrière, elle s'efface. C'est pour ça que moi, je préfère parler de co-construction, de co-développement, de co-accélération plutôt que d'open innovation. On est passé d'une approche systématique, très engageante, où on dépense beaucoup d'argent et où on met des mètres carrés à disposition, puis il faut toute une équipe, à quelque chose de beaucoup plus opportuniste. Voilà. Ben, je vous remercie. Si je le dis, c'est que c'est vrai. Merci beaucoup. Et on va parler de